Vous êtes 242 000 licenciés en France. Vous avez dû en pratiquer lors des cours de sport dans votre collège et ou pour certains lycées. Un sport accessible et dynamique et de plus en plus médiatisé grâce notamment aux récentes victoires françaises. Il fait partie du top 10 des sports les plus pratiqués dans le monde. Habituellement, on aurait tendance à dire que le badminton est plus proche du tennis. Mais si je vous dis également que ses origines s'approchent à celles du football, pratiqué par des élites, puis devenu accessible à tout le monde, comment cette discipline sportive issue de plusieurs sports nationaux a été popularisée mondialement. Voici l'histoire du badminton. Nous allons faire un petit tour du monde, à la découverte de différents sports dont découle le badminton. Et vous allez voir, le jeu de volant est une invention universelle. Chaque peuple ont créé chacun dans leur coin leur propre jeu. Commençons donc au 7e siècle. En Chine, cette période est marquée par la dynastie des Tang. Ce qui est assez marrant, c'est une décision économique qui va permettre de fonder, de diffuser et populariser un sport dans le pays, le Jiangzi. Pour relancer le commerce et stabiliser l'économie de ce gigantesque empire, l'empereur Gaozu fait frapper une nouvelle monnaie de cuivre officielle et standardisée, appelée la pièce Kaiyuan Tongbao. Ouais les gars, je suis désolé, je suis pas japonais, la prononciation, vous m'excuserez. Cette pièce ronde, avec un trou carré au milieu, est produite en grande quantité. Elle circule partout, dans toutes les couches de la société, c'est-à-dire des nobles aux paysans. Mais me diriez-vous, quel est le rapport entre cette monnaie et le Jiangzi? En fait, le Jiangzi est un sport ancestral, chinois, qui consiste à maintenir le volant en l'air le plus longtemps possible sans qu'il ne touche le sol, en utilisant toutes les parties du corps, sauf les mains et les bras. Les joueurs utilisaient donc les pieds majoritairement. Ouais, on peut dire que les Chinois à cette période se tapaient leur meilleure brésilienne. C'est pour cela que nous pouvons considérer que le football partage cette origine avec le badminton. À ses débuts en Chine ancienne, il s'agissait d'un exercice militaire destiné à améliorer l'agilité, la souplesse et la préparation physique des soldats au combat. Pour fabriquer ce volant, les Chinois utilisaient le trou carré au centre de cette pièce de monnaie pour y glisser une petite ficelle ou de la peau afin d'y fixer des plumes d'oiseaux. La pièce de monnaie servait de lest parfait pour stabiliser le volant. Quittons la Chine et allons faire maintenant un tour au Japon, car c'est ici, autour du 14e siècle, qu'apparaît un cousin très proche du badminton, le Hanetsuki. Hane signifie plume ou volant. Tsuki signifie frapper ou percuter. La signification est tout simplement le jeu consistant à frapper le volant. Tout est dit dans le nom, quoi. On prend une palette en bois rectangulaire, le Aigoita est un volant frappé à partir d'une graine noire et lourde de l'arbre savonnier auquel on pique des plumes d'oiseaux et puis c'est parti, let's go, on y va, on lance le jeu. Ce sport était pratiqué par la noblesse japonaise lors de la cérémonie de la cour impériale appelée Sagicho, une célébration de bon augure pour le nouvel an. Il y a deux façons de pratiquer ce sport. Tout d'abord le Tsugiban. C'est la variante individuelle. Le joueur est seul et frappe le volant de manière répétée pour le maintenir en l'air le plus longtemps possible. En gros, si vous voulez, c'est du jonglage. Et enfin, l'Oaban, c'est la variante à 2 joueurs. Les participants se font face et s'échangent le volant. Et c'est cette variante-là, exactement, qui est l'ancêtre du badminton moderne, car elle introduit le duel et l'échange. Partons maintenant au XVIIIe siècle, en Europe, vers l'ouest, avec la Battledore and Shuttlecock. Contrairement aux Japonais qui aiment se foutre sur la gueule en ayant un esprit de duel, les Européens, eux, n'ont pas du tout la même conception du jeu du volant. Messieurs et gentilles femmes voulaient faire les choses avec délicatesse et sans salir, sans transpirer. Le but, en Europe, n'était pas de marquer un point contre l'autre, mais de coopérer. Il n'y avait pas de filet, pas de ligne au sol, et on ne comptait pas les points pour battre l'autre. 2 joueurs se faisaient face et devaient faire le plus grand nombre d'échanges possible sans faire tomber le volant. C'était un jeu de patience, d'adresse, parfait pour s'amuser dans les salons de château. Pour la raquette, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ils ont eu l'idée de tendre de la peau de bête séchée sur un cadre en bois. Cela rendait la raquette beaucoup plus légère et offrait un meilleur rebond au volant. Le Battledore and Shuttlecock, le jeu préféré de la noblesse, car oui,
certains en étaient complètement accros. Au XVIIe siècle, la célèbre reine Christine de Suède aimait tellement ça qu'elle obligeait ses ministres, les nobles de la cour et même les plus grands scientifiques à jouer avec elle. Elle se foutait royalement du protocole. Une autre anecdote, un peu plus tardive celle-ci, en 1787, met en scène le roi de Prusse, Frédéric II. Alors qu'il travaille dans son bureau sur des papiers ultra importants d'État, son petit-neveu s'amuse à côté de lui, avec un volant. Malheureusement, le volant finit par tomber sur les papiers du roi, une première fois. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, il lui redonne, et le petit s'amuse encore. Une deuxième fois, cette fois-ci, le roi s'énerve, il hausse le ton, mais lui redonne tout de même. Une troisième maintenant, ça suffit. Le volant de l'enfant atterrit puis sur les documents du roi. Excédé, le roi confisque le jouet et le met dans sa poche. L'enfant réagit ainsi, lui tient tête et lui crie « Votre Majesté, daigne-t-elle me rendre mon volant ?» Répondit pour oui ou pardon. Au lieu de foutre une grande mandale dans sa tronche, comme aurait fait 80% des parents, le roi, totalement charmé par le courage et l'audace de ce petit garçon, qu'il allait devenir le futur héritier du trône, lui rendait son volant en disant qu'avec un tel caractère, il saurait bien défendre son pays plus tard. Ainsi, ce jeu était perçu comme aussi un moyen d'enseigner aux jeunes nobles le calme, la patience et la détermination. Bref, le jeu du volant est devenu le roi des salons en Europe. C'est à cette étape-là que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la première forme officielle du badminton. Nous allons donc partir maintenant en Inde, colonie de l'Empire britannique au XIXe siècle, lorsque l'armée coloniale britannique découvre un jeu local appelé le Pune, en référence du nom de la ville, appelée aujourd'hui Pune. C'est dans cette ville, autour des années 1860, qu'une révolution majeure a lieu. On ajoute un filet au milieu du terrain. Contrairement au Battle d'or européen, où l'on jouait ensemble pour ne pas faire tomber le volant, le Pune introduit la notion de duel par-dessus un obstacle. Le but est désormais d'envoyer le volant à l'aide d'une raquette en bois tendue, avec des cordages dans le camp adverse, de manière à ce que l'autre ne puisse pas le renvoyer, tout simplement. On commence donc enfin à compter les points. Il existe deux types de volants selon les conditions météorologiques. Le volant traditionnel, un bouchon de liège recouvert de caoutchouc de l'Inde, surmonté de plumes d'oie. Parfois, pour les parties en extérieur, les joueurs y ajoutaient un peu de plomb pour que sa trajectoire ne dévie pas. Et quand il y avait trop de pluie ou de vent, les plumes du volant devenaient inutilisables. Les joueurs donc les remplaçaient alors par une balle faite de laine tressée. Enfin bref, la seule chose que vous devez retenir, c'est que les Britanniques adorent et ramènent ce concept dans leur bagage en Angleterre. En 1873, dans le sud-ouest de l'Angleterre donc, on dit qu'un certain duc de Beaufort invite ses amis dans sa résidence de campagne, le château de Badminton House, dont certains officiers avaient quitté Londres. Il pleut, il décide donc de jouer au Pune dans la grande halle d'entrée. Le jeu plaît tellement qu'on commence à l'appeler le jeu de badminton. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais certaines preuves nous poussent à penser que c'est plutôt un mythe qu'une réalité. En effet, certaines archives prouvent qu'on y jouait bien avant 1873. Le samedi 12 janvier 1830, Miss Somerset, membre de la famille de Beaufort, inscrit directement sur sa raquette en bois un record incroyable. 2117 échanges continus dans ce même château. Bravo madame, c'est très fort, c'est une belle performance. Une autre preuve date de 1860. À cette époque, au 19e siècle, les grands magasins et les papeteries de Londres commençaient à vendre des jeux de société et des activités d'extérieur pour la bourgeoisie. Des historiens ont retrouvé un bon de commande et de catalogues publicitaires provenant d'une entreprise londonienne. Ce document montre que l'entreprise commercialisait déjà des boîtes de jeux contenant des raquettes, des volants et parfois un livret. Et petit détail qui fait la différence, cette boîte était vendue sous le même nom de, badminton. Donc au final, l'histoire du nom associé à cette discipline est floue. C'est aussi en Angleterre que nous émettons les premières. En 1877, le premier club de badminton est fondé, le Bath Badminton Club, club public où la bourgeoisie peut s'inscrire. C'est eux qui ont établi les toutes premières règles. Le terrain est en forme de sablier parce qu'on jouait dans les grands salons ou les halles de château. Les portes de ces pièces s'ouvraient vers l'intérieur. Et pour éviter donc que les joueurs ne foncent dans les poignées de porte près du filet, ils ont tout simplement rétréci le milieu du terrain. Ensuite, au niveau du système de points, seul le serveur pouvait en marquer. S'il servait et qu'il gagnait l'échange, le serveur gagnait un point. Si le serveur par contre commettait une faute ou perdait l'échange, l'adversaire, lui, ne marquait pas de points. Le serveur perdait juste son service
c'est comme ça qu'on appelle le hand-out, et c'était au joueur adverse de servir à son tour pour tenter de marquer. Le match se jouait en 15 points et 11 points, je crois, pour les femmes. La folie du badminton grandit et en 1898, la ville de Guildford accueille le tout premier tournoi officiel de l'histoire. Ça dure une seule journée et bizarrement, on n'y figure que des doubles car les simples étaient jugés trop fatigants. Face au succès de l'événement, le sport s'exporte au-delà des frontières britanniques. Le badminton devient une organisation mondiale. La Fédération internationale du badminton, qui est actuellement la BWF, est créée le 5 juillet 1934. 9 pays se rassemblent pour cette union historique. À la tête de cette nouvelle fédération, on nomme Sir George Thomas, un multiple champion qui va donner son nom à la célèbre Thomas Cup. Concentrons-nous en France. Comment le badminton moderne s'est propagé sur le territoire? Pour le comprendre, faut retourner encore en arrière, je suis désolé, au 16e, 17e siècle. À cette époque, en France, le sport du roi et de la noblesse était le jeu de paume. Les raquettes sont lourdes et les balles en cuir sont dures, lourdes et dangereuses. Pour éviter que les enfants de familles nobles et les futurs rois ne se blessent en pratiquant, on leur interdit le jeu de paume. Par contre, à la place, on les fait jouer au jeu de volant. Effectivement, le volant étant léger, c'était l'exercice parfait pour apprendre aux jeunes princes le maniement de la raquette et développer leurs réflexes, leur agilité et leur coup d'œil. Sauf que dans le pays, surtout après la Révolution française, la popularité du jeu de paume s'effondre. Activité associée à la noblesse, évidemment, qui emporte avec elle le jeu de volant en France. Puis, en 1906, le comeback. Le badminton moderne, avec ses règles compétitives anglaises retraversant la Manche à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il s'installe sur le littoral français et surtout en Normandie parce que la noblesse et la haute bourgeoisie britannique y passaient leurs vacances et ont ramené ce sport dans leur bagage, comme les officiers britanniques avec la Puma. La France réadapte alors un jeu qu'elle avait elle-même pratiqué des siècles plus tôt, mais sous sa version modernisée par les Anglais. En 1907, grâce à cette grande présence anglaise et à l'enthousiasme de la bourgeoisie locale, le Dieppe Badminton Club est fondé. C'est le premier club officiel sur le sol français. Et dans la foulée, ce club organise les tout premiers championnats de France. Le grand coup de boost pour le badminton en France a lieu en 1932. Suite à une invitation officielle des instances sportives françaises, une équipe de démonstration anglo-irlandaise appelée les The Strollers débarque dans l'Hexagone. Ils réalisent 2 grandes démonstrations de badminton à Paris et à Lyon. Le public français est totalement bluffé par la vitesse et le spectacle et engendre aussi la création de la première fédération française de badminton le 18 janvier 1934. Malgré son importance nationale, le badminton français n'a pas encore sa propre structure indépendante. Et oui, parce qu'en France, il est encore géré par une commission interne de la Fédération française de tennis. Plus ou moins, en tout cas, sous sa tutelle, avec le régime de Vichy et la Libération. Il faudra donc attendre le 21 janvier 1978 pour que le badminton français gagne enfin son indépendance définitive. La Fédération française de badminton est recréée. Et c'est à partir de cette date que la nouvelle fédération s'est donné un objectif: démocratiser ce sport à l'échelle nationale. Elle a multiplié la création de petits clubs municipaux partout en France et les adhérents ont obtenu le droit d'utiliser les gymnases publics construits par ces mairies. C'est ainsi que le badminton s'est popularisé et n'est plus qu'une activité de bourgeoisie. Puis, vous le savez, vous l'avez sûrement expérimenté déjà, mais c'est la discipline phare dans l'enseignement scolaire, due à cette simplicité d'apprendre les gestes, d'entretenir les premiers échanges et sa facilité d'installation. Mais qu'en est-il donc de sa popularité au niveau mondial ? L'apparition du badminton commence aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 et Séoul en 1988, comme sport de démonstration et sport d'exhibition. Pour la faire simple, la Comité international olympique ont fait un test pour observer l'audience télévisuelle, l'engouement du public au travers de ce sport et la qualité de l'organisation. Et vous imaginez bien donc que le test est un succès et le badminton fait partie des disciplines olympiques à partir des Jeux de Barcelone en 1992. Si le badminton valide son ticket olympique en 1992, le para-badminton a dû attendre beaucoup plus longtemps pour obtenir sa place. Il a fait son entrée officielle aux Jeux paralympiques lors des Jeux de Tokyo 2020. Bon, enfin en 2021 avec ce foutu Covid. Au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas si facile de retracer l'histoire complète de cette discipline. Il y a des périodes de flou et que chaque région dans le monde ont inventé leur jeu de volant
indépendamment des autres. Pour sortir cette vidéo, je me suis énormément appuyé sur un essai à l'occasion du 64e anniversaire du badminton, je crois, au Japon, de Kazuyoshi Abe. Je suis désolé si je prononce mal de ton nom et ton prénom. Son travail part de certaines œuvres d'art pour tirer des faits historiques. C'était un article très intéressant. J'ai vu d'autres articles notamment, et un site qui m'a aussi particulièrement aidé, c'est le Badminton Museum, ou anciennement appelé le National Badminton Museum, auquel il y a beaucoup de photos, d'images, d'archives. Il y avait beaucoup de ressources, en tout cas sur ce site. Je vous insiste vraiment à voir, c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse. Et je vous mets bien sûr tous les autres sources que j'ai utilisées en description. Désolé par avance pour ces fautes de prononciation en chinois, en japonais ou en anglais. Prenez ça aussi avec des pincettes. J'ai fait mes recherches, mais je suis pas non plus un chercheur expérimenté. Voilà, c'est une des premières fois que je fais ce type de vidéo. Bref, je vous laisse checker ça en description avec d'autres sources que j'ai utilisées. Et moi, je vous dis à une prochaine, à très vite pour une prochaine vidéo.